Jean-Frédéric Poisson, bonjour. Bonjour. Merci de nous accueillir dans votre Avec bureau plaisir. de nouvel élu de l'opposition. Vous étiez dans l'ancienne majorité au moins un temps et nous avons interviewé des leaders syndicaux pour parler de la conférence sociale qui s'est tenue le 9 et 10 juillet. Oui. Et tous ont noté un changement de méthode. Comment vous, de votre perchoir, mais pas du tout, comment vous voyez cette méthode appliquée par le gouvernement actuel par rapport à la majorité à laquelle vous avez participé et est-ce que vous approuvez cette manière d'être un peu plus collaboratif avec les représentants des salariés et du patronat? Je ne sais pas si c'est plus collaboratif avec les représentants, avec les partenaires sociaux, représentants salariés et patronaux. J'observe quelques différences qui sont notables. La première, c'est que on a changé de lieu pour tenir ces grands sommets sociaux. Ça n'a l'air de rien, mais le fait que ça se déroule au Conseil économique et social, qui est le lieu propre de représentation des partenaires sociaux de ce pays, me paraît symboliquement quelque chose d'important. Et se placer sous l'égide de la troisième chambre parlementaire, comme disait le général de Gaulle et sa constitution de 58, ça me paraît de bon augure. Deuxièmement, le nombre de participants ou de personnes sollicitées est assez élargi, puisque c'est plusieurs centaines de personnes, je crois, qui ont participé à ces différents échanges sous forme d'ateliers. On a pris son temps. Très bien, pourquoi pas. Après tout, chacun fait avec son style et sa manière de faire. Troisièmement, ce sont des conférences sociales qui ne concluent pas. Alors ça, je ne sais pas si c'est une vraie différence ou pas une vraie différence, mais c'est peut-être un point de critique que j'aurais à faire sur ces 2 jours. Le fait que 2 jours après, on ne comprend pas toujours très très bien quelle est la ligne en fait gouvernementale en termes de politique sociale. Même si j'ai bien compris qu'on ne souhaitait pas non plus forcer la main aux partenaires sociaux, enfin il y a un moment, il va falloir quand même dire précisément ce qu'on veut faire, dans quel sens on veut le faire, dans quel calendrier, selon quelle méthode. Alors il va falloir qu'on attende un peu comme ça pour avoir tous ces éléments-là. Bon, on va voir ce que ça donne. Bon, a priori, est sorti un calendrier avec des choses précises à faire et la méthode qui vise à ne pas entendre après ce type de conférence, s'ils ne sont pas d'accord, on fera une loi, était assez appréciée par les leaders syndicaux. Oui, je peux comprendre ça. C'est pas ce premier jour-là qu'on va dire qu'on n'est pas content non plus. J'entends ça en termes de relations humaines. J'ai 2 souvenirs quand même du mandat précédent. Le premier souvenir, c'est que nous avons attendu, nous aussi, pendant 3 ans et demi, que les partenaires sociaux concluent sur la question de la pénibilité. Je ne me souviens pas qu'on ait forcé la main à qui que ce soit, sauf au moment où il a fallu voter le texte. Alors on est d'accord ou pas avec le texte, le paragraphe et l'article de la loi sur la prise en compte de la pénibilité, mais enfin il y a un moment où il a fallu quand même que nous prenions une responsabilité. Et puis nous attendons encore aujourd'hui, au moment où nous parlons, les conclusions du dialogue social interprofessionnel sur les instances représentatives du personnel, les fameuses ERP, les questions des seuils et toutes ces choses-là. Je ne me souviens pas non plus qu'on ait forcé la main à qui que ce soit. Et souvenez-vous, pendant le débat sur la médecine du travail, il y a un certain nombre de personnes, dont j'étais, qui voulaient amender le CHSCT, sa composition, sa désignation, etc. Et on a dit, ah non, on ne peut pas le faire au moment où on traite de la médecine du travail, ce qui est quand même ennuyeux, parce que le CHSCT, la médecine du travail, il y a tout de même quelques liens. On ne peut pas le faire parce qu'on attend la conclusion des partenaires sociaux sur la question des instances représentatives du personnel. Donc, on n'est pas passé brutalement d'une méthode dans laquelle on faisait semblant de concerter les gens pour ensuite trancher à la hache à embrassons-nous Folleville, on va prendre votre avis, ça va prendre 2 jours, très bien, s'il en faut un troisième, on en prendra un troisième, d'ailleurs ça va durer 1 an, et c'est formidable. C'est pas ça qui s'est passé. Je peux comprendre que ça donne un peu davantage d'oxygène aux partenaires sociaux, qui aient le sentiment d'être un peu plus entendus, etc. Très bien, s'ils le disent, écoutons-les, puisque c'est leur impression, prenons-la comme elle vient. Mais je ne peux pas accepter, je sais comment j'ai été rapporteur des 2 textes que j'ai rapportés devant l'Assemblée nationale, je sais le temps que j'ai passé à concerter à peu près la moitié de la terre sur la négociation collective de branche. Donc voilà, on n'a pas inventé le dialogue social et la concertation à l'occasion de cette conférence sociale, même si par ailleurs, il faut reconnaître qu'il y a une différence de méthode, très bien. Des manières de faire qui sont des questions de style. Le style, c'est l'homme, disait Buffon. Ça doit être vrai aussi en termes de dialogue social. Parfait, attendons maintenant les résultats. Alors on se trouve confronté dès aujourd'hui et peu après les élections aux premiers plans sociaux. Celui qui fait l'actualité, c'est Peugeot, c'est le groupe PSA. Comment vous voyez, vous, avec le recul que vous avez pu accumuler pendant le dernier mandat, de ce qui va arriver dans les mois qui viennent? Est-ce que PSA est un cas d'espèce et puis les effets de votre politique en fin de mandat et de celle du nouveau gouvernement en début de mandat vont se faire sentir et ça va se ralentir, ou vous percevez une accélération de ce processus dans les trimestres, voire années à venir? Je suis très partagé là-dessus. Si j'avais la réponse, d'abord ça se saurait et je serais plus à l'aise pour vous la donner directement. J'ai quelques impressions. Ma première impression, c'est que
le mouvement lent et massif de désindustrialisation que connaît notre pays n'est pas encore terminé. Parce que j'ai l'impression que nous n'avons pas, nous c'est collectivement, c'est pas un problème de couleur politique, de posture, de mission ou de responsabilité, nous n'avons pas pris toute la mesure de ce que signifie un marché ouvert et une concurrence absolument brutale sur la question des produits industriels, en particulier des produits manufacturés. Et je dis qu'on n'en a pas pris complètement la mesure, c'est que je constate qu'il y aurait sans doute un certain nombre de réformes à faire, on y viendra peut-être tout à l'heure, et de choses à engager, qu'on ne les a pas engagées. Il y a des débats qu'on refuse d'avoir, alors qu'on peut les avoir de manière calme. Je me souviens que l'année dernière, c'était il y a un an, c'était presque un gros mot dans cet hémicycle, où nous allons se tourner dans quelques instants, de dire le mot compétitivité. Il y avait une mission copilotée sous la présidence de Bernard Accoyer, copilotée par Pierre Méhaignerie et Jérôme Cahuzac, qui avait essayé de s'interroger sur le déficit de compétitivité de la France. Cette mission n'a même pas restitué son rapport parce qu'ils n'ont pas réussi à se mettre d'accord sur le diagnostic. Et quand je vois ça, je dis, on n'a clairement pas pris la mesure de ce qui est en train de se passer. Et le fait que, il est probable, même s'il faut se bagarrer pour que l'inverse se passe, il est probable qu'un certain nombre d'emplois industriels qui ont disparu ne reviendront pas dans notre pays. Donc nous avons un double enjeu. Un premier enjeu qui est de préparer cette nouvelle phase d'industrialisation, mais ce sera avec d'autres méthodes, avec d'autres types de savoir-faire, d'autres types de métiers, d'autres types de débouchés, d'autres types de marchés, d'autres types de filières. Tout va changer. Est-ce qu'on se prépare à ça ? J'en ai franchement pas la conviction. Deuxièmement, qu'est-ce qu'on peut préserver dans ce qui nous reste d'industrie, ou qu'est-ce qu'on doit préserver, soit parce que les marchés nous le permettent, soit parce que c'est stratégique pour le pays. Ces deux questions-là doivent, à mon avis, également être posées. Et comment on doit adapter les conditions de travail, les outils de production, le droit du travail. On a déjà eu cette conversation plusieurs fois à d'autres endroits, avec d'autres personnes également. Tout ça doit être mis en chantier. Et si on ne le fait pas, ben, ma foi, les mêmes causes produiront à terme les mêmes effets. Et on pourra à chaque fois revenir avec des aides publiques, contraindre des entreprises en disant PSA, ils ne sont pas gentils, ils n'ont pas donné de bons chiffres, ils se sont trompés de stratégie, ils ont distribué des dividendes, disant oui, peut-être, mais en attendant, il reste que vous ne pouvez pas aujourd'hui vendre une voiture au prix que ça coûte, comme dirait quelqu'un que je connais, de la fabriquer, on ne peut pas la vendre à un prix qui permette à la PSA de gagner de l'argent. Alors qu'est-ce qu'on fait ? Alors on entend parler d'un problème français qui est celui du coût du travail. Le Bureau international du travail a fait circuler une étude récemment où on se trouve avec un prix de l'heure de travail en France qui est au milieu exactement de celui de la zone euro. Avec des pays qui sont beaucoup moins chers que nous, l'Espagne et le Portugal notamment, qui sont dans une crise formidable, et des pays qui sont beaucoup plus chers que nous, notamment la Norvège, la Suède et la Belgique, qui eux ont l'air de passer à travers la crise. Est-ce que réellement le problème c'est le coût du travail, ou est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui pourrait être rectifié différemment ? Il y a énormément de choses qui rentrent en ligne de compte. Il n'y a pas que le coût du travail. Il me semble que déjà devant les participants d'un débat de salon de CE, j'avais eu l'occasion de préciser ce que je crois être une bonne manière de regarder la situation comparée de la France et de l'Allemagne. Bon. Le problème, c'est d'avoir une approche trop macroéconomique de ces questions. Parce qu'on parle de la Norvège et de la Belgique, je veux bien, c'est pas quand même de très gros pays exportateurs, la Norvège et la Belgique. La Norvège a des ressources de pétrole on ne sait plus où les mettre. Il y a une population en Belgique de membres de la fonction publique nationale et internationale qui est, pour un certain nombre de raisons, notamment la présence des institutions européennes, qui bouleverse aussi un peu la donne. Puis ce sont des pays de 4 et 9 millions d'habitants. Enfin, il faut bien se rendre compte. Il faut comparer ce qui est comparable. Le modèle scandinave, c'était très gentil. La Suède plus la Norvège, ça ne fait pas tout à fait l'Île-de-France en termes de population, où ça dépasse un poil. Donc, il faut voir de quoi on parle. Nous ne parlons pas de la même chose. Quand on parle de la France, de l'Allemagne, de l'Italie, de la Grande-Bretagne, et dans une moindre mesure de l'Espagne, on parle d'économies dans lesquelles tous les savoir-faire sont présents, dans lesquelles on maîtrise à peu près toutes les technologies. On parle de dizaines de millions d'habitants. L'Espagne est moins peuplée de ces 5 pays. Il y en a presque 50 maintenant. Plus de 80 en Allemagne et 60 dans les autres. Donc il faut voir, il faut comparer ce qu'on peut comparer. On ne peut pas comparer le modèle français au modèle norvégien en termes de coût d'heure du travail. Ça n'a aucun sens. Aucun sens, parce que les données socio-économiques ne sont pas du tout les mêmes. On peut comparer la Norvège à la région Poitou-Charentes ou Rhône-Alpes, si vous voulez, parce qu'il y a 4 millions d'habitants. Ça a du sens, mais pas bon. Il y a moins de pétrole, paraît-il, en Rhône-Alpes qu'en Norvège, mais on peut risquer la comparaison. Donc, méfions-nous de ce genre de comparaison.
Ce qui est à peu près certain, c'est que, c'était dans le rapport Méhaignerie-Cahuzac, c'est que 1 heure de travail dans l'industrie manufacturière en Allemagne coûte environ 32 €, et 30 € et en France elle coûte 32 €. Il y a un différentiel qui est de l'ordre de 6%. Bon, c'est pas moi qui le dis, c'est le rapport parlementaire. 6% c'est pas beaucoup, mais dans un secteur d'activité dans lequel la marge est de 2%, on voit tout de suite qu'il peut y avoir un tout petit problème voilà. Donc, essayons de comparer des données qui sont comparables. Voilà, je ne comprends même pas pourquoi le BIT fait ça, ça n'a pas beaucoup de sens. Je crois que le problème de fond, c'est la capacité d'exportation, c'est la force de l'industrie, c'est notre capacité à conquérir des marchés, c'est l'innovation. Et ce qu'avait dit François Chérec dans son échange avec Philippe Varin il y a 1 an et demi dans la presse, qu'est-ce qu'on fait de la mobilité, qu'est-ce qu'on fait de la formation professionnelle, qu'est-ce qu'on fait de l'innovation, qu'est-ce qu'on fait de tout ça? Ça fait de la compétitivité aussi. Alors 18, 19, 20 septembre, Salon des comités d'entreprise, vous y êtes fidèles, on vous y attendra avec intérêt pour une autre interview qui sera celle de la rentrée sociale avec les premiers rendez-vous qui auront été pris, puis première certainement déclaration au niveau d'une réforme possible des retraites. On va peut-être pouvoir partir de nouveau à 60 ans pour certains d'entre nous. Oui, on est en ruiné, mais c'est un choix. Donc Jean-Frédéric Poisson, le Salon des comités d'entreprise, en 2 minutes, pour vous, ça évoque quoi? Le Salon des comités d'entreprise. Un moment très intéressant de dialogue, d'échange, que j'ai toujours trouvé d'abord extrêmement courtois. Deuxièmement, j'ai rarement été plus de moi tout seul de droite sur le même plateau en même temps, je dois le reconnaître. J'avais parfois quelques interlocuteurs qui étaient plus gauchers que moi, mais ça ne me pose pas de problème, puisque effectivement le débat, le climat était très facile et très posé. Et puis un moment aussi d'enrichissement intellectuel, j'entends bien sûr, parce que tous les sujets que nous traitons en matière de droit social et de droit du travail sont extrêmement compliqués dans la période qui s'ouvre, et il est toujours intéressant d'entendre ce que des personnes qui ne sont pas nécessairement, qui n'ont pas les mêmes options, pensent de ces sujets-là. Donc rendez-vous 18, 19, 20 septembre. Bien volontiers. Et puis merci de nous avoir reçus ici, et encore félicitations pour votre élection ici sur cette mandature. Merci.